Bonjour à tous et bienvenue à notre deuxième rencontre sur 4 de l'automne 2025. Aujourd'hui, on va discuter de faire des choix judicieux pour maximiser ses revenus en 2025. Je me présente, je m'appelle Nicolas Saman, je suis la personne en charge du développement des affaires au sein de Féric et vous l'aurez sûrement reconnu lors de la diapositive d'introduction. Je suis encore accompagné aujourd'hui pour la deuxième année de suite de Monsieur Paul-Antoine Jeté. Paul-Antoine, merci d'être là. Ben, ça fait plaisir. Alors, on est très content de vous présenter cette présentation conjointe entre Féric et Génium 360. Donc, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Donc, très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas qui est Féric, alors Féric est un OBNL en services financiers dédié au monde du génie au Québec. Notre mission est très simple, elle est d'accélérer l'autonomie financière des professionnels en génie au Québec. Donc, pour toute personne qui désirait être client de chez Féric, alors bien sûr, on a le génie au cœur de ce que l'on fait, que vous soyez étudiant en génie après un an de cours, que vous soyez diplômé en génie, membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers ou ingénieurs du Québec, eh bien, tout le monde peut être client à ce niveau-là. Et bien sûr, cette offre s'adresse aussi aux conjoints-conjointes, parents, grands-parents, enfants et entreprises aussi. Pour toute personne qui n'est pas encore client, qui aura un intérêt à devenir client de Féric, eh bien, jusqu'au 31 octobre, jour de l'Halloween, pour toute personne qui devient client chez Féric, il est capable de recevoir un HomePod gratuit. Cette présentation, elle est conjointe avec Génium 360, comme je vous ai dit au départ, et je ne pourrais pas me passer de discuter du dernier rapport d'enquête. C'est la 33e édition du rapport d'enquête. Plus de 8 900 répondants ont répondu dans le monde du génie à ce questionnaire. Alors, vous, si vous êtes intéressé à voir cette étude, ce rapport de rémunération des professionnels en génie, eh bien, il est disponible. Vous pouvez vous le procurer présentement pour un temps limité à 50 de rabais. Et aussi, si jamais vous décidez de participer au questionnaire, au rapport, eh bien, automatiquement, vous recevrez une copie du rapport tout à fait gratuitement. Donc, ça peut être intéressant pour le futur. Si vous voulez l'utiliser comme négociation avec votre employeur ou que vous êtes un employeur et vous voulez savoir, en fin de compte, l'état des lieux, c'est un excellent rapport à utiliser. Finalement, j'aimerais remercier aussi la presse qui est notre partenaire média de cet événement. Donc, merci à eux de nous aider à rendre tout possible. Finalement, comme à chaque fois, avant de passer la parole à notre conférencier, bien, notre petite mise en garde standard. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, c'est une conversation, c'est de l'éducation, donc il n'y a pas vraiment de conseils qu'on va donner. Quand on parle de conseils, on parle toujours de rencontres individuelles. Donc, s'il y a des points importants, que ce soit en comptabilité, en fiscalité, en droit, bon, vous toujours vous inviter à consulter les bons professionnels à ce niveau-là. Et sur ce, Paul-Antoine, je te laisse la parole. Puis là, on va échanger en cours de route là, lors de tout ça. Donc, c'est une continuité un peu où les sujets qu'on a vus l'année passée, mais on rajoute un peu plus cette année. Tout à fait. On rajoute un petit peu cette année. Merci de me recevoir. Je suis content d'être là. Donc, maximiser ses revenus, optimiser ses finances, des pistes pour faire travailler votre argent aussi fort que vous. Euh, d'emblée, je vais prendre quelques minutes pour dire que ce que je vais dire aujourd'hui, c'est dans la continuité des propos que vous pouvez entendre quand je suis dans l'espace public, par exemple, à Radio-Canada. Je suis de ceux qui pensent que l'indépendance financière, ce devrait être quelque chose auquel on tend quand on est un professionnel. Et là, je fais l'hypothèse ici que vous êtes tous ou à peu près des professionnels qui m'écoutez, plus ou moins jeunes, peut-être dans votre carrière. On va prendre cette hypothèse-là parce que c'est important, c'est à vous que je parle. Je n'essaie pas de rendre toutes les situations possibles. Je veux parler de gens qui travaillent fort. Donc, je vais essayer de m'adresser à vous. En commençant par une question, donc qu'est-ce que c'est l'indépendance financière pour vous? Est-ce que c'est un coussin contre les imprévus? Est-ce que c'est un montant dans votre compte que vous avez comme objectif? Est-ce que vous aimeriez avoir un revenu annuel à atteindre un jour? C'est important parce que c'est comme ça qu'on va définir d'autres Mhm. concepts par la suite. Mais ce qui m'apparaît clair, c'est qu'il faut avoir un mode pour construire de la richesse. Ceux qui ont l'espoir d'un héritage un jour ou d'un gain de loterie, euh, bien directement, là, c'est pas un excellent plan de match, ça. OK? On devrait pas essayer de prévoir sa retraite sur ce genre d'outils-là.
Ça donne que vous en avez un extraordinaire outil à la maison quand ou au travail quand vous m'écoutez aujourd'hui, c'est celui de votre carrière. Et votre carrière, dans le fond, il génère un revenu de travail et c'est un outil extrêmement puissant de génération de valeur sur lequel vous avez beaucoup de contrôle. Est-ce que vous allez vous faire des formations supplémentaires? Est-ce que Mhm. vous allez faire des heures supplémentaires? Est-ce que vous allez chercher des promotions? Est-ce que vous êtes prêt à, par exemple, faire de l'expatriation, aller dans un autre pays, en Suisse, à Dubaï, des ingénieurs, il y en a partout sur la planète? Est-ce que vous seriez prêt à avoir Mhm. deux emplois en même temps? Est-ce que vous voulez vous lancer en entrepreneuriat? Ça, c'est votre bout de l'optimisation des revenus. C'est pas le comptable Mhm. qui peut vous aider à faire ça. Créer de la richesse, c'est votre job à travers de, entre autres, votre travail. Maintenant, si on connaît le point de départ qui est votre revenu de travail, qui est votre performance de Mhm. carrière, on peut avoir une idée de ce que c'est la ligne d'arrivée. Et là, c'est moi qui le dis là, avec à peu près 100 nuances. C'est comme mon rêve de ce qu'est la ligne d'arrivée. Après ça, vous choisissez si cette Mhm. chose-là fait votre affaire. La, la ligne d'arrivée, c'est probablement avoir du temps et de l'argent. Alors moi, c'est comme ça que je conçois la progression professionnelle. Un jour, on veut avoir du temps et de l'argent. On dit tout le temps que le temps, c'est de l'argent, mais moi, comme comptable, en fait, c'est pas ce que je vais vous dire. Parce que le problème du temps libre, c'est qu'il vous enlève du revenu de travail et il vous génère des dépenses pour occuper le temps libre. Autrement dit, le temps libre, c'est très cher. Ouais, Ah, c'est un débit. si c'est très cher, ben, il va falloir avoir un plan pour y arriver. Mhm. Oui, il est possible de faire une retraite plus frugale. Oui, il est possible de plein de choses, mais l'idée, ce serait certainement, je pense, d'avoir la liberté de choisir. La liberté de travailler ou non, la liberté de faire du bénévolat, de lire un livre Ouais. pour aucune raison, la liberté de continuer de travailler parce que vous aimez ça. Moi, c'est comme ça que je conçois la ligne Mhm. d'arrivée d'une progression de carrière et de ce qui vient avec, c'est-à-dire du revenu de travail. Une autre façon de voir l'écart entre le point de départ et la ligne d'arrivée, c'est peut-être un petit continuum. Or, la première chose, c'est que j'ai dit, votre revenu de travail, votre carrière, elle provient effectivement d'un actif à très haute valeur qui est votre Mhm. Ouais. tête. Hein? Là, et s'il vous plaît, n'allez pas en ski sans casque. OK? On est Votre d'accord. tête vaut très cher. Or, c'est votre actif principal. Et là, là-dedans, je pourrais rajouter des petits commentaires éditoriaux du type faites attention à votre santé parce que si c'est votre actif principal, ben, il y a peut-être des choses à aller chercher de ce côté-là. Une fois que j'ai dit ça, votre tête crée le revenu de travail qui est votre outil de création de valeur. Et là, on entre dans deux autres étapes où là, je pense qu'on peut avoir des propos qui vont nous aider aujourd'hui. D'abord, l'optimisation fiscale, ça va peut-être réussir à faire accélérer le potentiel de votre création de valeur. Créer du travail, ça crée une paye. La paye ensuite, ou ça crée du revenu d'entrepreneuriat, là, peu importe, ça crée Mhm. des sommes. Après, on peut peut-être accélérer le potentiel de création de valeur de ces sommes-là avec de la fiscalité. Et l'autre chose, c'est qu'il va falloir gérer ce patrimoine qui s'accumule. Quand on fait ces deux étapes-là, éventuellement, on devrait arriver un jour à dire qu'on a atteint une forme Dépendant. d'indépendance. On fait des choix. On a fait des choix qui vont nous amener, on espère, Mhm. du temps et de l'argent. Donc, l'indépendance, en fin de compte, c'est le choix de prendre un contrat. C'est le choix de. C'est ça la beauté, l'indépendance. C'est vrai ils peuvent travailler, ils vont continuer à travailler parce qu'ils veulent travailler, pas parce qu'ils ont besoin de C'est travailler. vraiment ce que j'appelle la liberté, tout Ouais. à fait. Je continue avec mes images parce que je pense que des fois, pédagogiquement, les images sont bonnes et je vais m'appeler moi-même, hein, le paresseux. Alors, après, si certains ont le goût de se joindre à moi dans ce club, vous êtes les bienvenus. Et je veux donc vous parler de créer un travailleur substitut. Vous travaillez pour créer de la valeur, vous créez ensuite du patrimoine, on va le gérer pour qu'il Ouais. construise un travailleur substitut et ça se fait en investissant. À terme, quels seront vos objectifs? Est-ce que ce sera de prendre une retraite? Ce sera un choix. Ce sera peut-être aussi de penser à créer du patrimoine multigénérationnel.
des legs. Vous allez maintenant avoir une autre forme de pensée, la pensée en multigénération, la Mhm. pensée en personne testataire qui va avoir un testament un jour. Donc, on veut créer un travailleur substitut parce qu'on veut son travail, le résultat de son travail pour avoir du temps soi-même. Alors, le travailleur substitut va s'occuper de faire l'argent Ouais. et nous, on va avoir du temps. Je pourrais donc proposer une forme graphique de cette idée. Ici, c'est une courbe théorique, là. Je n'essaie pas de dire que c'est la courbe, c'est une courbe, hein. La courbe qui dirait que, dans le fond, il y a des revenus annuels et il y a un âge qui avance. Et ça, ben, en fait, il recule jamais, Non, hein. Ça va juste dans un sens, cette affaire-là, là, l'âge. Donc, peut-être que vous avez déjà entendu parler des phases d'une carrière, mais dans le fond, dans une carrière, on étudie au début, ensuite on a nos premiers emplois, puis là, on a une croissance probablement de nos revenus parce qu'on a une croissance de nos responsabilités. Éventuellement, ça va plafonner probablement quelque part, et là, dans mon exemple, quelque part autour de 45-50 ans. Et moi, j'ai réinscrit une légère baisse dans la courbe en disant, peut-être qu'en fin de carrière, on a un petit peu levé la pédale, on a pris un petit peu moins de responsabilités, Quatre on jours voulait un peu moins de semaine. stress, 4 jours semaine, il y a plein de possibilités. Là, Ouais. là vous décidez quand est-ce ou à quel niveau vous voulez faire plafonner la courbe. Mhm. Mais souvent, et ça, je l'ai vu beaucoup. Quelque part dans la quarantaine avancée, on a souvent plafonné ses revenus. Et là, ça m'amène à faire une petite parenthèse là. Si vous voulez avoir des mesures de ce genre de potentiel-là, ben, les études comme celle de Genium sont drôlement intéressantes, Ouais. là. Vous allez avoir des salaires médians, là, par exemple, pour les ingénieurs qui seraient autour de 125 000 par année. Et ça, c'est intéressant si on le compare avec, par exemple, un début de carrière où là, en sortant de l'université, on va faire peut-être autour de 75-76 000 et qu'on sait que des salaires moyens de fin de carrière vont probablement tourner dans les 167, Mhm. 68 000 Et ça, attention, hein, là, ce sont des moyennes. En fin de carrière, Ça il peut y pourrait être. avoir une plus grande disparité statistique là, entre ceux qui font des très, très gros salaires parce que, par exemple, il y aura été des ingénieurs entrepreneurs et d'autres qui auront des salaires, disons, de nature plus salariée. Oui. Alors ici, mon point, c'est, voici une courbe qui pourrait ressembler à une progression de revenus dans le temps. Si je crée un travailleur substitut, un paresseux hein, au travail qui s'occupera de tranquillement devenir, Me remplacer. me remplacer, que je Oui. puisse devenir paresseux et que mon travailleur substitut arrive, ben, je vais faire apparaître une nouvelle courbe de revenus dans le domaine. Et dans le fond, le jour où les revenus de patrimoine, là, je pourrais penser à de l'intérêt, des dividendes, des profits locatifs, je pourrais Ouais. penser à de la prise de valeur sur vos actifs. Le jour où ça égale ou ça croise la courbe de mes revenus, puis que ça donne à 60 ans, bien, par définition, je pourrais prendre ma Oui. retraite avec des revenus qui Absolument. ont compensé mes revenus de travail. Et là, par définition, je serais nécessairement indépendant. Oui. J'aurais remplacé mon revenu de travail par le revenu d'un travailleur paresseux et j'aurais atteint un objectif d'indépendance. Évidemment, si le paresseux fait son travail en retard, ben là, le croisement de la courbe va se faire plus tard. C'est clair. Mais là, il y a d'autres choses qui en arrivent. Peut-être que vous allez travailler plus longtemps, peut-être que vous allez accepter de faire décroître la courbe pour qu'elle se croise à un niveau plus bas. Il y a d'autres variantes qui Ouais. vont rentrer dans ça. L'idée étant que ce que je suis en train de vous dire, c'est comment on mesure une forme d'indépendance, c'est, à mon avis, quand on croise deux courbes qui font qu'on est plus dépendant d'un revenu de travail, qu'on devient capable de vivre de d'autres formes de revenus, de création de Mhm. richesse. Ceci étant dit, je, j'embarque tranquillement sur le terrain de ce travailleur substitut qui, lui, dans le fond, doit créer du capital Ouais. pour éventuellement avoir des revenus qui en sont générés puis qui vont remplacer le revenu de travail. Et là, la fiscalité devient intéressante. Pour la majorité des gens, là, la question fiscale, elle est relativement simple.
On Mais parle de là, monsieur et madame T4 là, qui ont des emplois. Puis, un entrepreneur, c'était plus complexe parce qu'il y a des dépenses. absolument. D'accord. Ici, là, ce qui est important de se dire, c'est il y a comme deux grandes familles de contribuables, disons ça comme ça. Mhm. Le contribuable, où, dans le fond, il a un système d'impôt personnel. Ici, ce sera du revenu de travail, monsieur, D'accord. madame, conjoint, conjointe, Mhm. etc., des enfants, peut-être quelques actifs financiers ou immobiliers. Et il y aura une autre famille, les entrepreneurs. Eux, là, peut-être qu'on ajoute des Inc. Et Mhm. là, il y aura des services probablement professionnels plus larges, là, de Oui, type comptable, fiscaliste, exact. avocat, etc. Pour aujourd'hui, je ne veux pas aller sur ce terrain spécifique-là, parce que le terrain personnel, lui, il concerne tout le monde. Mhm. Qu'on soit entrepreneur ou pas, là, à terme, il faut quand même probablement se verser du Un salaire. salaire. Et on va pouvoir quand même bénéficier des avantages fiscaux des régimes qu'on connaît. Or, aujourd'hui, on va essayer de clarifier un certain nombre d'hypothèses de base pour des professionnels comme vous à l'écoute. Euh, le CELIAP et le REEE, le CELIAP a le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété. Là, c'est la nouvelle patente. On va l'appeler comme ça. Pourquoi je dis patente? Parce que ça ne répond pas aux standards de l'impôt Mhm. classique. L'impôt classique, normalement, ça cherche à prélever de l'impôt au départ et ensuite vous laisser des fonds libres d'impôt pour Rien faire vos payer. dépenses. Ouais. Ou alors, ça dit, je vais vous enlever l'impôt au départ, mais un jour, quand vous allez l'utiliser, je vous imposerai. C'est généralement ça. Ici, le CELIAP, ça fait quelque chose d'un peu curieux, là. Ça fait un retrait de l'impôt au départ. Je vous donne une déduction, donc j'enlève l'impôt sur ce que vous allez mettre là-dedans. Mais le jour où vous allez l'utiliser, vous ne paierez pas d'impôt. Alors, ça, c'est pour l'achat d'une première Mhm. maison. Il y a des règles. Je ne veux pas aller trop loin sur le concept du CELIAP, c'est pas le point. Le point, c'est déductible au départ, Il n'y a pas c'est non d'impact. imposable après. Sur le plan fiscal, là, il y a rien d'autre qui va battre ça. OK? Fait que si vous y avez accès, si vos enfants y ont accès, c'est probablement quelque chose à regarder comme en premier. Maintenant, il y a plein de gens qui ont déjà leur maison. Il y a plein de gens à qui Mhm. ça ne concerne pas. Le REEE, lui, il répond à peu près aux standards attendus du système fiscal. Dans ce cas-là, je vous donne pas d'avantages fiscaux au départ avec une déduction, quelque chose comme ça. Il n'y aura pas de retour d'impôt. Mais je vais vous donner une subvention. Et là, un jour, quand on va utiliser ça, au lieu de vouloir vous imposer vous, on va imposer vos enfants qui vont utiliser la prise de profit et les subventions. Le capital va vous revenir, ou en tout cas, vous déciderez si vous Tu le peux donnez à leur vos donner, enfants, ouais, oui. mais il n'y aura pas d'effet fiscal sur ça. Le rendement en subvention, par définition, comme il est garanti, quand on fait la cotisation du bon montant, là, l'optimisation, c'est 2500 500. par année. Puis là, bon, il y aurait diverses stratégies, mais allons-y de façon générale. 2500 par année, une quinzaine d'années, vous avez maximisé le programme. Le 30 qu'on va vous avoir donné, il est dur à battre, là. Faire du rendement de 30 sans risque, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Ce qui me ramène sur ma prémisse de je voulais parler à vous, généralement, les Mhm. professionnels. Ces deux comptes-là, si on y a accès, ils sont vraisemblablement de très, très bons outils d'épargne, sur le plan fiscal du moins. Ensuite, il reste les deux autres, les plus connus et peut-être maintenant un peu plus problématiques pour savoir lequel duquel je devrais Mhm. prendre. Le CELI ou le REER. Là, j'ai une question comme ça. Il y en a qui ont accès des fois à des régimes avec leur employeur à cotisation déterminée ou des REER collectifs où l'employeur est prêt à mettre une contrepartie avec l'employeur. Je pense que ça peut être sur la même ligne que la R3E ou en dessous, là, tout dépendamment. Fait que si on vous donne, vous avez accès à un régime avec un employeur qui vous permet d'avoir ces options-là, Oui. il faudrait quand même en profiter. C'est de l'argent gratuit et du rendement des fois de 100 de cotisation, là. Je fais l'hypothèse que si on a accès à un régime de retraite, On on va y le va. prendre. Parce Super. que Ben oui. c'est généralement, c'est une forme de salaire. Alors, Ah dans le oui. fond, ultimement,
c'est rare qu'on va dire à son employeur, s'il vous plaît, ne me payez pas. Fait que ton employeur t'aide à devenir paresseux. Exact. Absolument. Alors, imaginons qu'on veut donc générer des décisions d'épargne à Mhm. l'intérieur de d'autres véhicules que celui de notre régime de retraite. On va ensuite se poser la question, CELI ou REER. Et là, vous êtes sans doute comme moi, là, le soir, vous regardez sur votre téléphone toutes sortes de choses qui passent dans votre fil, Facebook, L'actualité, ouais, ouais. Instagram, Snapchat, ça dépend de la génération dans laquelle vous êtes. Là. Moi, je suis vieux, fait que c'est Facebook. Et ce qu'on me pousse, c'est toutes sortes d'affaires qu'on appelle maintenant des finfluencers, hein, des influenceurs de la finance. Puis j'entends beaucoup que le REER est une assez mauvaise idée parce qu'éventuellement, vous allez perdre votre supplément de revenu garanti, votre PSV, votre pension sécurité de la vieillesse du fédéral. Et donc, si un n'est pas bon, nécessairement l'autre est meilleur. Euh, Quelques bémols avant qu'on aille plus loin, là. Une stratégie de placement qui serait basée sur l'idée d'optimiser le supplément de revenu garanti. Je vais me permettre de vous dire que ça devrait probablement pas être le target, l'objectif de votre plan d'épargne. Pourquoi je dis ça? Faut quand même comprendre la nature de ce que c'est le SRG. Le supplément de revenu garanti, là, c'est littéralement là, de l'aide sociale pour les personnes à très, très faible revenu quand on est âgé. C'est à ça que ça sert. Mhm. On peut vouloir créer une stratégie qui l'optimise. Mhm. Maintenant, je ne suis pas certain que ce devrait être l'objectif. L'objectif, ça devrait être d'avoir une forme d'indépendance financière. Si après, il est possible de l'optimiser, je pense que c'est une deuxième question. Mais de dire que le CELI permet un accès au SRG, c'est un raccourci que j'essaierais de ne pas faire. Donc, ceci étant dit, comme je parle à des ingénieurs en vaste majorité, je vais supposer que vous aimez les chiffres. Or, faisons quelques chiffres ensemble. Il n'y a rien comme une preuve de concept quand on veut proposer une solution à un problème. Est-ce que c'est le mieux le REER ou c'est mieux le CELI? Ah, ici, je fais un calcul tout simple, hein, qui est une cotisation de 7 000 annuellement, stable dans le temps, pendant 30 ans, que je compose à un rendement de 7,5 Ici, là, on parle de quelqu'un qui aura mis de Ouais, l'argent à des fins long terme dans un ouais. véhicule d'épargne, qui n'a pas laissé traîner ça dans un Compte compte à intérêt intérêt. Ouais, élevé, par ouais. exemple. Ah. Et qui n'a pas nécessairement cherché à optimiser un portefeuille là, diversifié. Ici, là, à 7,5, c'est probablement quelqu'un qui a une forme de profil audacieux. Mais le point, c'est pas tant de rendement ici que de dire, ça, c'est On arrive à l'hypothèse de ça. départ. Mhm. Si j'ai les capacités d'épargner 7 000 par année dans un CELI, Ouais. j'ai cette capacité-là de me priver de 7 000 Par année. d'argent par année de mes revenus nets d'impôts Mhm. et de l'épargner. Ce n'est que ce qu'a dit ceci. Donc ça, au bout de 30 ans, ça donnerait quelque chose comme 700 800 000 là, ici, pour être précis, Mhm. presque 780 000 Et là, c'est magnifique, là. C'est libre d'impôts. Ouais. Fait que 30 ans plus tard, je peux prendre tout cet argent-là d'un coup, aller m'acheter un chalet sur le bord d'un lac en Lanaudière, puis merci, bonsoir, pas une scène d'impôt là-dessus. J'ai hâte de savoir c'est quoi le coût d'un chalet dans 30 ans, par exemple. Bah, là, maintenant, l'autre possibilité, c'est de prendre un REER. Un Mhm. REER, dans le fond, là, là je vais parler à ceux qui aiment les mathématiques un peu, là, mais vous comprenez que si je mets le même 7 000, j'étais capable de m'en priver pour mettre dans un CELI, je suis donc capable de m'en Ouais. priver pour le mettre dans un REER. J'ai un remboursement d'impôt à mon taux marginal d'impôt de travailleur. Dans mon exemple ici, c'est 45. Et ça, je le réinvestis dans le REER. C'est important de le comprendre parce Mhm. que si je m'étais capable de me passer de 7 000 pour investir dans un CELI, je suis capable de me passer du même 7 000 et du remboursement d'impôts pour investir. Si je le fais dans un REER, c'est la même, pour que ce soit conforme, là, qu'on veut comparer toutes choses égales par ailleurs, là, Mhm. dans ce que les économistes aiment dire, ben, il faut que je prenne la même hypothèse Mhm. de m'être privé de l'entièreté Mhm. du Tout à fait. 7 000, Oui. incluant le remboursement d'impôts. Une fois que j'ai dit ça, j'applique du rendement, ça devient le capital de l'année d'après. L'année d'après, je rajoute un nouveau 7 000 avec le remboursement d'impôts. Là, pour les experts en mathématiques qui nous écoutent, là, vous aurez remarqué que dans le fond, il y a un système à progression là-dedans. Là, ça fait une progression géométrique.
Et pour rajouter une petite couche, c'est asymptotique. Éventuellement, la valeur de la cotisation REER va plafonner. Dans mon exemple, elle plafonne autour de l'année 7-8 à 12 727. Puis là, ça reste stable dans le temps parce que le montant du 7 000 puis le remboursement d'impôts a construit ensemble la progression géométrique. Bon, peu importe. Ceux qui ont le goût de faire des modèles, faites-le. Moi, je me suis amusé. Le point est que pour le comparer à un CELI en termes de somme disponible 30 ans plus tard, là, je dois appliquer un taux d'impôt pour Oui. sortir l'argent du REER. Oui. Là, vous avez remarqué deux choses. À l'année 30, il y a un capital d'à peu près 1,4 million qui est dans le REER, alors que tantôt, dans le CELI, qui est juste en dessous, j'avais 780 000. Si j'applique un taux d'impôt de 50 à mon REER pour le sortir tout d'un coup, OK. qui Oui. serait quand même une drôle de stratégie, là, ben, dans le fond, j'aurais été désavantagé Mhm. de contribuer à un REER parce qu'il me resterait un peu moins de 700 000, qui serait moins que le CELI. Puis là, ben, dans le fond, nos finfluencers avaient raison. Le CELI est meilleur. Bon. C'est comme ça qu'il faut voir ça. D'une part, décaisser à 50 d'impôt, ça me semble pas la meilleure hypothèse. Pourquoi je dis ça? Il faut comprendre que normalement, à la retraite, on va décaisser des revenus puis qu'on va les décaisser en fonction d'un portefeuille de revenus. Peut-être une partie du régime de retraite, peut-être une partie de RRQ, peut-être une partie de PSV, peut-être une partie de REER, Peut-être pas de CELI, qui sait. peut-être des CELI qui, eux, n'auront pas d'effet fiscal. Donc, on va probablement décaisser à un taux qu'on pourrait dire moyen et non pas un taux marginal. Parce que là, si on veut regarder un taux marginal, il faut atteindre des niveaux de revenus qui sont très élevés là, pour avoir 50 de taux d'impôt. On est rendu à des Je revenus pense de que c'est 2 retraite. millions, là, à peu près, là. Ben, Presque, même ben, en plus. fait, pour avoir 50 sur toute la somme, Ah. oui, oui, ça fait des chiffres très gros, mais en marginal, on va Ah. probablement être autour de dans le début des centaines de mille par Mhm. conjoint par année pour atteindre un taux marginal à 50 un taux moyen. Ça prend des chiffres qui sont astronomiques. Une fois que j'ai dit ça, il faut le remettre en contexte avec le taux d'impôt au départ du REER. Et là, dans mon exemple, il est à 45 ce qui est assez conforme en termes de taux marginal avec probablement le salaire médian Mhm. Les pour des ingénieurs. Ouais. ingénieurs. Donc, à 45 là, votre effort de 7 000 il ramène réellement 45 de remboursement d'impôt. Pas un taux moyen, il ramène un taux marginal parce que c'est votre effort d'épargne qui a un effet fiscal Mhm. immédiat sur le montant total de votre cotisation. Une fois qu'on a dit ça, ben, on pourrait donc modifier l'hypothèse. Et là, vous voyez que je ne la modifie pas énormément. Mais imaginons que je fais la même démonstration, et là, maintenant, je suis rendu avec toujours mon à peu près 1,4 million de capital REER au bout de 30 ans, et que je le sors à 40. Et encore là, 40 de taux moyen sur l'ensemble de la somme pour disposer de mon REER tout d'un coup. Ça non plus, là, ça se peut pas vraiment. Mais mon point, c'est que là, tout d'un coup, le REER devient plus avantageux. Tout d'un coup, il y a plus de fonds disponibles. Et je veux aller une petite affaire plus loin. Les sommes que je contrôle comme épargnant sont très différentes l'une de l'autre. Il y en a une pour laquelle je contrôle des sommes avant impôt, donc autour de 1,4 million, alors que dans l'autre cas, je contrôle éventuellement 800 000 Mhm. Quand vous allez voir votre institution financière, il y en a un, il y a un portefeuille qui a 1,4 million à placer, puis l'autre portefeuille, il y a 800 000. Je n'essaie pas de dire que vous allez être plus important ou moins important dans votre institution financière. Je fais juste dire, il y a 1,4 million pour jouer avec. On peut faire des stratégies différentes, on pourra peut-être avoir accès à des niveaux de frais de gestion différents. On va revenir sur ces concepts-là plus tard. Ce que je dis, c'est, il y a 1,4 million qu'on contrôle. C'est vrai que l'impôt n'a pas été payé encore. Il est toujours reporté tant qu'on ne sort pas cet argent-là. Alors, cette idée-là, elle est drôlement avantageuse, à mon avis, pour le REER. Elle a un élément sur lequel il ne faut pas perdre de vue. On pourrait faire une combinaison des deux. Je cotiserais à mon REER, je prendrais le retour d'impôt, le remboursement d'impôt, je l'enverrais dans un CELI. Et là, je ferais croître un REER et un CELI. Puis là, on se rend compte que, dans le fond, ça va donner, à toute fin pratique, des montants
similaire à une stratégie qui aurait été faite euh, en CELI autonome. Ça donne à peu près les mêmes éléments une fois qu'on a appliqué des taux d'impôt très, 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 très élevés à la sortie. Je rappelle que cette Mhm. hypothèse-là, elle est très, très, très bizarre. Normalement, à la retraite, on va étaler nos retraits sur longtemps et on n'aura pas un taux d'impôt à 50 à la retraite. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça? Il faut comprendre que si on paie de l'impôt, là, puis pas tant que ça, là, il est vraisemblable qu'un REER, ça demeure un outil avantageux. C'est vraiment possible que le REER, qui a moins bonne presse depuis l'apparition du CELI, demeure un instrument extrêmement intéressant pour des travailleurs qui ont des bons revenus et qui peuvent faire l'hypothèse qu'il serait curieux que le taux d'impôt à la sortie soit aussi gros que les exemples que je viens de donner. Et peut-être que la perte éventuelle du SRG ne devrait pas être le trigger important Mhm. pour prendre des décisions d'épargne à ce niveau-là. Si on est capable d'optimiser ou de maximiser l'épargne des deux comptes, le REER et le CELI, alors là, bravo. Alors là, ça, c'est quelque chose qui pourrait donner des assez gros miracles sur le plan du patrimoine à la fin d'une carrière. Ceci étant dit, c'est une des éléments. Donc, la fiscalité, c'est un élément pour traiter, mais il y a aussi l'effet qu'il va falloir qu'on les place, ces sommes-là. Oui. Si on veut placer les sommes maintenant, il y a, et là, vous avez des conseillers financiers que vous allez pouvoir, avec qui vous allez pouvoir traiter de ça. L'idée étant que cette épargne-là, elle doit grossir. Et comme les gens sont rémunérés pour le travail qu'ils font, c'est un peu normal, ben, il y aura des frais associés à vos placements. Je veux vous donner un exemple de deux scénarios avec la même épargne annuelle. Là, ici, on n'est pas dans les comptes fiscalisés ou non, là, ce n'est pas important, c'est du capital placé. Deux scénarios où il y a 10 000 Mhm. d'investissement annuellement pendant 35 ans et qui, deux portefeuilles, auraient généré 8 de rendement par année pendant toute cette période-là. Probablement que c'est des placements de type boursier, là, pour Mhm. avoir généré Oui. des rendements de cette ampleur-là. Dans un cas, il y aurait des frais un peu au-dessus de 2 par année. Dans l'autre cas, des frais un peu en dessous de 1 par année. Et là, les frais sont payés nécessairement à même le rendement fait par les placements. On s'en rend pas compte comme épargnant, mais c'est quand même comme ça que Mhm. ça se passe dans la vraie vie. Le rendement est donc net de ces frais-là qui sont prélevés à chaque année. Ils sont prélevés à même le rendement, donc ils ne composent pas dans le temps. Et c'est pour ça qu'on peut parler d'un rendement net. Mhm. Une fois que j'ai dit ça, ben, si je projette cette affaire-là dans le temps, ben là, je me ramasse entre 25 et 60 ans à avoir fait cette manœuvre-là et mon Mhm. portefeuille va être à peu près 400 000 plus petit si j'ai payé des frais autour de 2 puis Oui. si j'ai payé moins d'1 %. Donc, pour les gens qui nous connaissent savent que Félix se situe plus vers le scénario B en étant OBNL en service financier, bien, ça nous permet d'avoir des frais qui valent le 0,75, 1 versus un conseiller en banque ou en caisse. Donc, l'impact des frais, bien que ça a l'air des fois petit sur des petits montants, le 1 de différence ou quoi que ce soit, a un impact énorme quand on parle d'un horizon de temps là, qui peut être dans les 30-35 ans. Tout à C'est fait. incroyable l'impact. Et donc, dans mon exemple, 400 000, je pense que ce sont des sommes qui sont Ben significatives au oui. bout d'une planification de retraite. Euh, L'idée ici de dire, c'est est-ce que je peux travailler sur ces Mhm. éléments-là? Ah, comment concrètement on pourrait faire ça? Ben, c'est sûr que si on minimise le nombre de transactions d'achat-vente qu'on fait, probablement qu'on minimise le nombre de commissions qu'on paye. Ceux qui ont des comptes de courtage, par exemple, rentre, sort, à toutes les fois, il y a de l'argent qui est prélevé. Donc, plus on trade souvent, il est bien possible qu'il y ait des transactions et qui amènent des commissions supplémentaires. Donc, ben, éventuellement, ça fait monter vos frais. L'autre élément, c'est la plupart des institutions financières vont avoir des systèmes dégressifs d'honoraires. Des fois, vous avez des portefeuilles qui sont gérés, puis là, on gère avec un pourcentage d'honoraires sur l'ensemble des actifs sous gestion. Mais si vous avez vous, votre conjoint, deux, trois, quatre institutions financières, ben, le fait que vos actifs sont répartis dans plusieurs endroits, ça fait que vous n'avez jamais la masse critique pour atteindre le palier de rabais. Et donc,
ben, peut-être que vous laissez de l'argent de frais de Mhm. gestion sur la table en étant éparpillé dans plusieurs institutions financières. Là, j'entends des gens qui vont dire, ouais, mais je vais être moins diversifié. La Mhm. diversification, c'est pas nécessairement avec le nombre d'institutions financières qu'on le fait, c'est avec le choix de placement. Ce qui m'amène à mon troisième point. Quel type de placement on pourrait choisir? Ben, effectivement, il y a peut-être des fonds négociés en bourse, des actions, des obligations pour lesquelles il n'y a pas de frais ou très peu de frais qui pourraient faire partie de votre panier d'actifs qui vont construire une Mhm. façon de diminuer votre moyenne de frais. Parce que je reviens sur l'exemple que j'avais avant, c'est une moyenne. Ce qui m'amène à une courbe très, non, très contre-intuitive. Si vous regardez cette courbe-là, c'est la courbe qui veut représenter le niveau de risque par rapport au rendement. Tout le monde vous dit tout le temps que dans le Oui. fond, plus on prend de risques, plus on peut espérer un rendement élevé. Mais c'est pas tout à fait vrai. Parce que dans le bas de la courbe qui est non intuitive, qui est là, il y a un portefeuille constitué 100% d'actifs de type obligataire. Donc, intuitivement, on pense que ce sera le portefeuille le moins risqué, le moins volatile, mais dans les faits, il est extrêmement Tellement. exposé à un facteur qui est les taux d'intérêt. À l'autre bout de la courbe, on a un rendement espéré élevé pour un portefeuille 100% actions. Ces deux bouts-là de la courbe, ils vont bien, là, on comprend l'un et l'autre. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'en faisant un peu de diversification, il y a un bout où le rendement monte Ça arrive. Oui. et le risque diminue. Là, on appelle ça des portefeuilles de type diversifié. Le niveau de diversification, là, c'est un exemple ici. Il ne faut pas prendre ces points-là sur la courbe comme étant des Ouais. vérités. On ne les sait pas. Là. Ce sont des rendements espérés. Donc, c'est nécessairement des rendements qu'on ne connaît pas. Le point, c'est ça va être un portefeuille sous-optimal si vous êtes en train de placer de l'argent avec un niveau de risque que vous pensez faible, mais finalement qui vous permet un rendement espéré faible, alors que vous pourriez prendre le même niveau de risque. Dans mon exemple, ce serait la barre, où j'aurais un portefeuille diversifié qui aurait le même niveau de risque en bas, mais qui m'offre un rendement plus élevé. Mhm. Donc ça ici, cette notion-là, c'est ça qui tend à faire dire que, par exemple, pour des retraités qui auraient un portefeuille 100% en obligations, c'est peut-être même une erreur. Mhm. Ça fait un risque qui est plus élevé Absolument. qu'un portefeuille qui serait mieux diversifié avec peut-être une petite portion en action. Ce qui m'amène à parler des coups de circuit. Les coups de circuit, là, ça me fait toujours bien rire parce que dans le fond, tout le monde veut ça. Là, la dernière crypto, l'action d'NVIDIA qu'on a manqué, c'est quoi le prochain coup de circuit à la mode? Quand on est jeune, si on met des grosses billes dans un coup de circuit, les chances sont qu'on perde notre épargne qui était déjà difficile à faire, fait que finalement, ça ne m'aura pas payé. Puis quand on est vieux, si je fais un coup de circuit avec une somme de mon portefeuille que je me permets de Mhm. placer à très haut risque, mais ça ne fera pas une très grosse différence Non. parce que si je place 30 ou 40 000 dans un placement super risqué, même s'il double, ça ne fera probablement pas grand-chose si mon portefeuille est rendu à générer 2 ou 3 ou 400 000 par année de rendement. J'aime une expression, là, au lieu de chercher l'aiguille, achetez donc la botte de foin. Dans les placements, on continue tant qu'à se dire qu'on va les optimiser pour les maximiser. Ben, buy anytime, sell never, au lieu de buy low, sell high. Buy low, sell high, ça a l'air simple, mais ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Ben, parce qu'on ne sait jamais c'est quand le low, puis le high, il change de place tout le temps dans le temps. Fait que je fais un exemple ici qui a été calculé par la Banque nationale pour des titres dans le TSX, mais dans les faits, ce qu'on observe, c'est que si j'avais acheté à tous les mois de façon systématique, par rapport à une fois par année quand c'était le high ou le low, ben, on aurait combien à la fin d'écart dans les rendements? 1%. Vous auriez 1% fait mieux si vous aviez réussi à vous timer parfaitement sur le marché, puis vous auriez fait 1% moins bien si vous aviez été très malchanceux en achetant toujours le high. Puis Le- si vous aviez ouais. fait ça au milieu, ben, vous auriez Ah ouais. le médian. Autrement dit, il y a 1% d'écart. Vous êtes bien mieux de travailler sur les frais de gestion. Je dis ça de même, là. Mhm. Ça semble simple, mais ultimement, le vrai cash, il est probablement dans ne vendez pas. Attendez. Le travail va se faire tout seul. Les hauts et les bas vont se niveler par eux-mêmes. La maison, maintenant, hein, en 1958, Warren Buffett a acheté une maison de 31 000 et aujourd'hui, elle vaudrait autour d'1,2 million, qui est fort bien. Une maison, c'est un placement, c'est magnifique, ça prend de la valeur, c'est super. Le problème, c'est que ça vient à un coût d'opportunité. Sa belle maison de 31 000, s'il l'avait placée dans le S&P 500,
ben, ça donnerait un placement de presque 25 millions aujourd'hui. Ça donne une idée. Je suis pas en train de dire que ça prend pas de maison, là. Je suis en train de dire que c'est correct, il faut se loger quelque part, mais est-ce que c'est le plan de retraite, la maison? C'est un actif utile. C'est pas un investissement. C'est pas. Il comporte en lui-même un coût d'opportunité. Alors, moi, j'aime cet exemple-là, juste qu'on remette en perspective l'immobilier. Alors, tant qu'à en parler de l'immobilier, se loger, c'est nécessaire, aucun doute. Est-ce que du locatif, vous voulez faire ça? Je ne sais pas. C'est pas passif. Non. Ça faut gérer, faut penser, faut travailler fort. Donc, tout ça, moi, je suis d'accord avec l'immobilier. C'est clair que ça peut marcher si on est habile, si on veut travailler fort dans ces immeubles. Moi, je suis un paresseux. Alors, ce genre de projet-là m'intéresse si j'ai les capacités. Sinon, peut-être que je peux penser à d'autres avenues pour être un paresseux pressé. Ce qui m'amène à deux éléments importants que je veux adresser avec vous vers cette fin de présentation. D'abord, la fameuse question du RRQ. Quand est-ce que je devrais déclencher ma rente de RRQ, ma rente de PSV à la retraite? L'UQTR a fait une étude magnifique et je la recommande à tous ceux qui aiment le sujet. Là, c'est une lecture parfaite. Elle détermine, dans le fond, si on est un perdant ravi de déclencher sa rente à 60 ans. Essentiellement, ce que cette étude nous dit là, c'est que c'est pas rationnel de le faire parce que entre 60 et 65 ans, les chances qu'on décède sont pas tellement élevées par rapport à celles qu'on aurait de vivre beaucoup plus Plus long. vieux. C'est ça. Et si on vit beaucoup plus vieux, ben c'est cette hypothèse-là qui devient probablement la plus logique. Pour donner un exemple, on aurait comme 9% des chances de faire un gain de 52 000 au maximum si on prenait notre rente à 60, alors qu'on a 91% des chances de perdre 160 000 si on le fait. Fait que qui va jouer sur 10% de probabilité de gain de 52 quand on a la probabilité de perdre 160 à 91%? Ce qu'on appelle un perdant qui serait ravi. Hein? On pense qu'on a fait la bonne affaire, mais ça ne l'est peut-être pas. Je vais faire une démo avec ça. Imaginons là un couple ou un ingénieur qui a accumulé à 45 ans là, 1,5 million d'actifs. C'est énorme. Là. Il y a des gigantesques efforts d'épargne. Il y a une partie de sa maison. Il y a un éventuel régime de retraite, disons, de 50 000 et son objectif, c'est d'avoir 150 000 par année à la retraite. J'ai mis ça dans un calculateur de Retraite Québec que je Ouais. vous encourage fortement à aller essayer. Ça s'appelle Simul Retraite, pas Simul R. Simul R, c'est le léger. Le Simul Retraite, c'est celui avec lequel vous allez vous brancher avec votre Exact. code du gouvernement. Vous allez mettre vos données là-dedans et il va aller lire vos propres données du RRQ ou de vos autres régimes publics si vous en avez. Dans mon exemple, là, si on déclenche le RRQ à 60 et le PSV à 65, ben, le simulateur dit que, moi j'ai mis des objectifs d'épargne, les objectifs d'épargne élevés là, de notre personne fictive de tantôt, et j'ai demandé qu'on fasse cette simule-là jusqu'à 100 ans. Ah, c'est quand même très très loin ça. Ça dit que notre ingénieur paresseux pressé qui avait mis d'énormes sommes à 45 ans de côté va mourir avec 1,2 million de dollars. Et ça, c'est en déclenchant son RRQ à 60 ans. S'il fait la même chose, mais en déclenchant, j'ai rien changé, là, toutes les mêmes hypothèses, là, je déclenche à 65 la PSV et le RRQ. Maintenant, il décède avec 1,3 million de dollars. Bien qu'il aurait techniquement pris plus de ses actifs au départ. Moins de ses Même actifs. s'il a dû donc décaisser Des des actifs. REER pour niveler son 150 000 par année Mhm. qu'on voit dans la colonne de droite. Et donc, il a augmenté son capital au décès. S'il retarde à 70 ans, il passe à près d'1,4 million de dollars. Est-ce que vous voyez là, dans le fond, on a toujours les mêmes hypothèses, on a toujours 150 000 dollars de revenus à la retraite et on ne fait qu'augmenter le capital au décès. Si vous m'avez suivi, là, vous êtes en train de vous dire, ben, dans le fond, si je suis en santé à 60, je retarde à 65. Puis si je suis encore en santé à 65, ben, je retarde à 70. Or, c'est intéressant parce que les probabilités sont de votre bord. Si on regarde les données projetées du RRQ, ben, on se rend compte que les chances que vous viviez vieux sont très, très, très élevées. Le taux de survie des hommes
À 65 ans, c'est 85 pour les hommes et 90 pour les femmes de taux de survie à 85, 90, 90 ans. Autrement dit, mourir jeune, ça se peut, mais c'est pas probable. Donc, dans mon exemple, là, entre 60 et 70 ans, là, il y a 144 000 d'écart de patrimoine au décès par conjoint. Et il n'y avait aucune chance que ces gens-là manquent d'argent dans leur planification. Autrement dit, ce serait rationnel de repousser. Je termine rapidement avec une question que j'ai souvent des ingénieurs, puis c'est pour ça que j'ai voulu prendre quelques minutes pour le faire avec vous. La fameuse manœuvre de Smith. La fameuse manœuvre de Smith, là, c'est quelque chose qui serait un peu magique, là, qui, dans le fond, transformerait vos remboursements hypothécaires non déductibles d'impôts sur vos maisons en éventuelle déduction d'impôts pour vos intérêts payés sur un emprunt. Ça a l'air presque magique, ça a l'air facile. Je veux vous dire qu'il y a certaines choses à savoir avant de penser que cette manœuvre-là s'applique pour vous. D'abord, je ne suis pas un fan pour les raisons suivantes. Il y a des limites, le placement qu'on va pouvoir faire en transformant tranquillement l'équité de votre maison qui se paye pendant que vous faites vos paiements de maison dégage de l'espace sur une marge de crédit hypothécaire. Vous prenez cet argent-là et vous réinvestissez ça. C'est ça qui déclenche des intérêts déductibles parce que vous avez pris l'argent d'une marge de l'équité d'une marge de crédit pour tranquillement investir. Pour que ça fonctionne, il faut que ce soit d'abord des placements hors abris fiscaux. Ça veut dire non enregistrés. La deuxième chose, c'est que votre dette hypothécaire, elle ne se paie pas là, pendant ce temps-là. Là. Vous êtes en train de payer d'un bord, mais réemprunter de l'autre bord. Fait que votre dette totale ne baisse pas. Vous augmentez votre levier d'investissement. Le rendement, il est incertain sur vos placements, mais les intérêts qui vont être payables sur la dette, eux, ils sont certains. Et vous avez une forme de perte de valeur potentielle sur les placements. Donc, ça prend quand même un certain niveau de tolérance au risque qui est assez élevé. Je veux que vous en soyez avertis, mais je veux aussi vous avertir des risques fiscaux. Si on fait une contamination de la marge, c'est fini, les intérêts deviennent non déductibles. Donc, vous êtes trompé, vous allez retirer 25 000 de la marge, vous avez construit la piscine creusée. C'était une marge qui servait à une manœuvre de Smith, la marge est contaminée, les intérêts, et voilà, c'est parti. L'autre chose, c'est que les revenus doivent être suffisants. Au fédéral, il n'y a pas de limite de déductibilité des intérêts contre des revenus de placement, mais au Québec, vous êtes limité. La déductibilité est limitée au niveau de revenus de placement non enregistrés. Autrement dit, c'est pas certain que vous allez avoir assez de revenus de ces placements-là pour rendre déductibles tous les intérêts que vous payez. Une fois qu'on a réalisé ça, ben, ça a du potentiel, mais ça a probablement du potentiel une fois que les REER sont pleins, les CELI sont pleins, les RE sont pleins, etc. Qu'on a une bonne tolérance au risque, qu'on a un taux marginal d'impôt élevé, puis qu'on est capable d'avoir des revenus de placement non enregistrés qui vont être optimisés en fonction des limites fédérales et provinciales. En somme, c'est une manœuvre compliquée avec un certain nombre de risques. Avant de penser que ça devrait être prioritaire dans une planification de gestion du patrimoine, je pense qu'il faut avoir en tête qu'il y a déjà beaucoup d'abris fiscaux intéressants à explorer et puis ensuite ben, de gérer une stratégie de placement en conséquence. Autrement dit, votre carrière est importante, vos objectifs vont être la clé et la patience avec des placements a été démontrée plusieurs fois dans ma présentation parce que vous aurez remarqué que c'est sur de longues périodes que l'effet se fait vraiment sentir avec la puissance de votre stratégie de placement qui va, elle, avoir des intérêts composés ou des rendements composés. Ça fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci. Excellent, super gentil. Et on m'informe qu'il y a eu des problèmes de connexion, peut-être pour certaines personnes. Donc, premièrement, on voudrait s'excuser là, à ce niveau-là, mais sachez que la conférence d'aujourd'hui a été enregistrée. Elle sera disponible sur le site de Féric rapidement et je pense qu'un courriel aussi sera envoyé là, à tout le monde qui participait pour pouvoir la réécouter au besoin. Donc, merci énormément de votre compréhension. Probablement qu'il y avait énormément de gens qui voulaient participer aujourd'hui à ce niveau-là. Alors, on a eu quelques questions qu'on a reçues, puis je vais me permettre de te les poser. Certainement.
j'essaie de les trouver, les questions qui sont regroupées ensemble. Des fois, c'est pas clair. Donc, on va voir ce qu'on peut faire avec les questions. Mais j'ai une question que je trouve intéressante qui fait le lien avec le REER au départ. Donc, pour un travailleur qui a une retraite en béton, donc secteur public, On donc suppose un secteur public. exactement, une prestation déterminée fort probablement, quelle est la stratégie la plus optimale pour rentabiliser le REER sans une pénalité d'impôt? Je pense que la pénalité d'impôt veut dire sortir de l'argent derrière sans payer de l'impôt peut-être, ce qui est Ben, en peu fait, probable. Il me dit, je pense au RAP, réduction de revenus pour allocation familiale. Est-ce qu'il y a une période optimale pour faire des retraits anticipés? bon, je vais partir de l'hypothèse que c'est un régime à prestations Moi déterminées aussi, oui, c'est ce et que je je vais dirais. rajouter l'hypothèse que s'il est en béton, il est probablement du gouvernement ou Oui, d'un gouvernement. Je oui. vais partir de cette hypothèse-là pour donner une réponse parce que je la trouve importante. Avant de dire on va essayer de baisser de l'impôt, on va d'abord voir les risques de ce régime-là. J'aimerais rappeler que les systèmes généraux d'indexation de la rente de retraite du REGOP, Mhm, pour ne pas le nommer, mais tous ceux qui proviennent du provincial sont à peu près construits sur le même système, ça va vous faire un système d'indexation à l'inflation extrêmement partiel, voire nul. Ce qui m'amène à votre principal risque associé à votre régime de retraite en béton, c'est que votre rente que vous allez déclencher sur, par exemple, 70% de votre salaire parce que vous avez mhm. 35 ans de service, ben, disons que vous avez fait 100 000 dans vos dernières années en moyenne, puis vous avez déclenché une rente de 70 000 pour toute votre carrière, moindrement que l'inflation serait contrôlée à l'intérieur de la grande période de votre retraite, quand je dis contrôler, c'est se ramener vers là où on a longtemps été, ben vous aurez très, très peu d'indexation, voire pas du tout de votre 70 000. Mhm. Mais même quand l'inflation est contrôlée, dans 20 ans, 2 par année ou 1,5 d'inflation par année, votre 70 000 va avoir perdu de la valeur de pouvoir C'est d'achat. sûr. Donc, vos REER sont importants. Ils serviront à maintenir votre niveau pour compenser votre perte liée à l'inflation d'un régime de retraite. Donc, vous avez déjà un gros facteur d'équivalence qui limite vraisemblablement votre cotisation REER. Parce que généralement, quand on cotise un régime de retraite de cette ampleur-là, le facteur C'est d'équivalence est très, très oui. gros, ce qui réduit votre droit REER. Vous devriez probablement chercher à l'optimiser, dans le fond, le remplir au maximum. Ça demeure que vous avez probablement une bonne paye, donc vous payez de l'impôt. Ça demeure que vous n'avez pas tant de place que ça à mettre des REER. Ça veut donc probablement dire que vous avez un effort marginal à faire en termes d'épargne qui n'est pas si grand que ça pour aller chercher vos droits de REER à chaque année. Puis oui, ça va augmenter vos allocations famille si vous en avez, parce que vous avez des enfants, donc vous avez Mhm. abaissé votre revenu. Moi, je pense que ça demeure une très, très bonne stratégie, même quand on a un Régime régime à déterminé. prestation déterminée. Une autre question qu'on se fait souvent poser, fait que c'est tout le temps intéressant, c'est quoi la meilleure stratégie fiscale à suivre lorsque tous les comptes enregistrés sont déjà remplis au maximum? Donc, on parlait de nos écoles, nos paresseux, mais dans le bon sens du terme, qui maximisent, travaillent très fort. Qu'est-ce qu'on fait? C'est un très, très beau problème. Je- là, c'est difficile de faire une réponse générale là, sans l'analyse d'un dossier, là. On est Mais d'accord. j'aime donner des idées. Souvent, on rencontre ce genre de personnes-là qui ont été extrêmement fortes en épargne et qui ont une maison pour laquelle il reste une hypothèque. Parce que c'est difficile de tout faire, hein, de optimiser tous ces comptes d'épargne fiscalisés, puis en plus de payer une maison très vite. Ça, c'est quand même vraiment rare. Fait que je vais commencer par l'hypothèse, il existerait une hypothèque encore sur la maison. Là, tout le monde dit, ah ouais, mais les taux d'intérêt sur une maison, c'est tellement pas cher, ça vaut pas la peine de payer ça vite. Ben, peut-être, mais ça demeure que c'est des intérêts après impôt. Autrement dit, pour comparer le Mhm. rendement réel, si je Oui. paye 3 ou 4 d'intérêt sur une hypothèque, ça me prendrait des rendements hors abris fiscaux de, Mhm. de 6, 7, 8 ne serait-ce que pour équivaloir l'intérêt que je paie sur ma maison. Si c'est le cas, c'est quand même intéressant parce que je suis en train de prendre zéro risque à faire baisser ma dette et équivaloir à un rendement de 6, 7, 8 Mhm. Fait que c'est peut-être quelque chose qui devient la priorité, baisser la dette. Si on a fait ça, après, il demeure, après ça, d'autres possibilités. Peut-être des assurances vie participatives, peut-être de l'immobilier locatif, peut-être des terrains, des terres Mhm. à bois. On explore un Mhm. certain nombre d'autres types d'actifs
Mais là, on s'entend, après, on rentre dans des stratégies qui sont sophistiquées, puis je suis obligé de Mhm. dire, ça mérite des conseils personnalisés rendus Absolument. là. Puis on pourrait même optimiser le côté fiscal, avoir des produits en gains en capitaux ou en dividendes dans les produits non Bon, enregistrés et tout ça, exactement. il y a tant de choses que je peux faire à ce niveau-là. Une autre question qui est intéressante, qui fait avec le CELI pluriel qu'on parlait, généralement parlant, pour un travailleur sans régime de retraite, donc on va à l'opposé de Ouais, notre personne l'opposé de béton. tantôt. Est-ce que maximiser les comptes CELI et REER est suffisant pour bien vivre à la retraite ou c'est nécessaire de planifier pour accumuler des sommes en placement non enregistrées en plus? C'est une bonne question. Ça dépend du revenu, ça dépend de bien des affaires ici, là. Ben, faisons le reverse engineering de cette OK. affaire-là. Si on veut prendre la retraite, on a dit tantôt qu'on avait un petit graphique où notre travailleur substitut crée des revenus qui vont un jour Mhm. croiser la courbe de mes revenus. Par définition, ben, si ces revenus-là sont suffisants pour mon train de vie, Et voilà. c'est C'est atteint. fait. Oui. Fait que je pense pas que la clé est d'en dire la somme de REER CELI génère une épargne qui est suffisante. Je pense qu'il faut partir de l'autre prémisse. C'est ça prend combien pour que vous ayez le train de vie que vous voulez? Mhm. Après, la réponse, c'est peut-être que c'est la moitié des REER puis la moitié des CELI. C'est peut-être juste les CELI, c'est peut-être les CELI, les REER puis de l'épargne hors REER. Je ne sais pas. Ça dépend du train de vie que vous voulez avoir. Mais chose certaine, le système d'impôt a été pensé avec 18 des revenus gagnés pour le REER. C'est ce qui nous permet d'être déductible. Il y a un maximum annuel, là, mais bon. Puis le CELI, c'est autour de 7 000 $ par année. Si on fait les deux, là, on est dans des pourcentages d'épargne qui sont assez élevés, là. On est dans le 20, 25, peut-être 30 des revenus qui sont épargnés. Généralement, c'est bien, bien suffisant si on fait toute sa Mhm. carrière en épargnant des sommes de cette ampleur-là. Absolument. Ce serait rare que ça n'aura Également, pas donné une retraite confortable. on est d'accord. Bien rare. Est-ce qu'un REER est vraiment intéressant comme le retrait est imposable, bien sûr, à 100 comparativement au gain en capital qui est imposé à 50 malgré le taux plus faible à la retraite? Ben, Ça dé- c'est toujours un ça dépend. non seulement ça dépend, mais il faut aussi voir que c'est pas nécessairement le même type d'actifs qui vont avoir généré du gain en capital. Alors là, ça devient difficile de comparer. Il faudrait comparer deux choses. C'est comme la même stratégie de placement avec les mêmes types d'actifs, puis là, on les génère dans des comptes. Mais la règle générale, c'est si je suis capable de reporter l'impôt, je crée du capital qui est intéressant. Ensuite, est-ce que je vais avoir différentes façons de moduler mon revenu à la retraite avec des retraits modulés? Euh, c'est bien difficile de répondre à cette Oui. question-là, honnêtement, parce que sur le plan mathématique, là, il y a tellement de variables possibles qu'on ne peut pas simplifier à ce point-là. Parfait. Ben, je vais peut-être faire une dernière question parce que je vois que le temps file. Je la trouve intéressante. Avec des revenus principalement salariés, donc Oui, notre couple nucléaire, on pourrait oui. l'appeler même, quelle stratégie de fiscalité agressive mais légitime pourrait être envisagée? Par exemple, via la construction d'une société, d'un compte de gestion ou d'autres mécanismes de report ou de transfert d'impôts. Je souhaite comprendre les marges de manœuvre légales disponibles ainsi que les risques associés à chaque approche. Parce que tes quatre n'ont pas tant d'échappatoire jusqu'à un certain point. La fiscalité, ce que j'ai compris au Canada, est vraiment construite pour l'entrepreneur jusqu'à un certain point. Ben, une société va fonctionner comme une personne légale pour laquelle elle doit avoir des revenus d'entreprise. Alors là, ici, si c'est un couple salarié, ben, les salariés n'ont pas de revenus d'entreprise, ils ne possèdent pas une entreprise, ils sont à salaire dans Mhm. une entreprise. Et donc, ce système-là d'échappatoire ne m'apparaît pas possible sans qu'on change la donne, c'est-à-dire qu'on devienne des entrepreneurs ou qu'on devienne en partie entrepreneur. Super. Bien, c'est ce qui met fin tranquillement là, à notre rencontre d'aujourd'hui. Alors, vous avez de l'information, si vous avez des questions pour nous joindre. Aussi, je rappelle aussi que la présentation, elle est conjointe là, avec Genium 360. Donc, si vous avez des questions sur l'enquête salariale, vous voulez y avoir accès, on vous invite à prendre les contacts là, qui sont à l'écran. Vous allez aussi recevoir par la suite un sondage. Donc, on va vous inviter à le remplir. C'est important pour nous de savoir ce qui vous intéresse, ce qui est intéressant pour vous aujourd'hui. Et je mets aussi en branle les deux prochains webinaires qui s'en viennent. Donc, comme je vous avais dit au début, aujourd'hui, on était au deuxième. Il en reste un dans quelques semaines avec Maître Éric Lavoie sur le côté planification de succession et
On va faire la fiscalité là, le 5 décembre avec Mme Nathalie Hott. Donc, encore une fois, vous pouvez vous inscrire avec le code QR que vous voyez à l'écran. Je voudrais aussi remercier finalement encore notre partenaire média qui est la presse, Génium 360, ainsi que tous les gens chez Féric. Et petit dernier rappel, donc c'est le deadline le 31 octobre prochain. Donc, si vous n'êtes pas client chez Féric et vous décidez de le devenir, bien, vous pouvez le faire avec un HomePod gratuit. Sur ce, au nom de toute l'équipe Féric, merci pour Ça m'a fait d'avoir été plaisir. avec nous et on vous dit à la prochaine. Merci et bonne fin de journée.